Dans l'immensité sinistre du 41e millénaire, où l'ombre de la guerre éternelle plane sur chaque étoile, l'humanité se bat pour sa survie dans un univers impitoyable, cerné de toutes parts par des hordes xénos, des démons malveillants et des traîtres perfides. Dans cette lutte sans fin, chaque guerrier fidèle à l'empereur a besoin d'une arme qui transcende les simples fusils et lames. Une arme qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit, fortifiant la volonté de ceux qui osent se dresser contre l'obscurité. Cette arme, c'est Oli. Développée par les plus grands esprits du Mechanicum, Oli Energy est plus qu'une simple boisson énergisante. Infusée avec de la New Caf raffinée et une sélection divine de vitamines vertueuses, cette concoction sacrée a été conçue pour fournir une clarté mentale inébranlable et une endurance physique indomptable, garantissant que chaque soldat de la garde impériale et chaque croisé de la Holy Crusade combattent avec une vigueur digne du nom de l'empereur. Les magos de Germanica, toujours en quête de perfection, ont récemment repoussé les limites de leur savoir-faire en dévoilant de nouvelles saveurs exaltantes. Ces créations sublimes ne sont pas seulement un plaisir pour les sens, mais une promesse de puissance accrue pour les défenseurs de l'Imperium. Avec Oli, vous n'êtes pas simplement un soldat, vous devenez l'instrument de la volonté du divin empereur de l'humanité, prêt à briser ses ennemis sur le champ de bataille, que ce soit dans les déserts sans fin de Talarn ou les ruines en flammes d'Armageddon. En choisissant Oli, vous choisissez non seulement la victoire, mais une existence exaltée par une puissance divine. Dans l'ombre des étoiles, alors que l'ennemi approche, rappelez-vous que la Holy Crusade est la seule réponse et la seule solution. Buvez, combattez et triomphez, car avec Oli, vous portez en vous la lumière de l'empereur, prête à briller même dans les profondeurs les plus obscures de la galaxie. Un esprit saint dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur. Et ici, sur Germanica Prime, on prend cette devise très au sérieux. Les Nécrons marchent à nouveau sur les sentiers de la guerre, comme aux origines lointaines de leur règne. Leurs Phaeron, immortels et impassibles, déploient leurs armées à travers l'océan stellaire, asservissant sans relâche les mondes des races mortelles. Des rangs d'ostes aux lignes parfaites s'élèvent, porteurs d'un serment ancestral. Briser les civilisations et noyer les peuples dans le pourpre de leur sang. Dans le lointain âge d'or de cette espèce xénos, l'Empire Nécron rayonnait sous l'égide de dynasties titanesques, chacune trônant sur un monde primordial tel un soleil invisible, irradiant sa vigueur vers les étoiles voisines. Les mondes nécropoles que nous connaissons aujourd'hui reproduisent cette architecture hiérarchique avec une précision presque rituelle. Au sommet, les mondes primordiaux, anciens et vénérés, accumulaient la dîme et le tribut des astres soumis, garantissant la prospérité du monde souverain de la dynastie. Viennent ensuite les mondes élémentaires, pivots du domaine de chaque dynastie. Gouvernés par des proches du souverain du monde primordial, ces planètes incarnent la fidélité absolue. Moins splendides que leurs aînés, elles n'en demeurent pas moins puissantes. Leur influence, jadis cruciale, persiste dans l'ombre des couloirs du 41e millénaire, tout comme à l'époque où les Nécrontyres régnaient sur la galaxie.
Enfin, les mondes auxiliaires complètent ce réseau dynastique. Loin d'atteindre la magnificence des mondes élémentaires, ces colonies lointaines fournissent main-d'œuvre et ressources, bailleurs de fonds pour d'innombrables industries, bagnes pour les ennemis capturés, laboratoires obscurs pour les cryptèques. Nombre d'entre eux étaient jadis des mondes élémentaires, déchus par la force par des Phaeron conquérants. À l'instar de cette stratification planétaire, les armées des mondes nécropoles reflètent la position de leur maître. Au sommet, la cour impériale tisse une toile d'intrigue politique autour du régent de chaque monde. Les cryptèques, gardiens des arcanes technologiques, entretiennent les prodiges mécaniques, tandis que les prétoriens du triarcat veillent au sacre du roi silencieux. Vient ensuite la horde du Phaeron, véritable guerrier de légende modelé pour l'obéissance et la persévérance. Les guerriers, les immortels et tout ce qui suit forment la chair de ces légions, tandis que les factionnaires et les traqueurs se distinguent comme des assassins d'élite nés pour défier les plus redoutables adversaires. Pour les conflits décisifs, le monolithe et l'arche du jugement dernier surgissent des profondeurs de l'espace, dispensant une annihilation foudroyante, où l'antimatière efface jusqu'au souvenir de l'ennemi. Aux côtés de cette armée froide et méthodique évoluent des auxiliaires aussi terrifiants qu'imprévisibles. Les cultes destroyers, créatures de métal et de folie lâchées sans retenue pour semer le chaos, et les meutes de dépeceurs, malédictions ambulantes qui réclament la bataille comme un rituel macabre. Plus infime encore est le rôle des échardes asservies d'Ectane, tronçons de divinités jadis invincibles, désormais réduits en esclavage, jouets dérisoires des Phaeron qui savourent leur déchéance. Dans le silence glacial des dynasties, chaque monde se dresse comme un rouage d'une machine implacable et chaque légion résonne d'une promesse glacée, l'écho de civilisations révolues, englouties par l'ombre éternelle des Nécrons. Chaque monde nécropole est l'expression singulière de la volonté de son Phaeron. Reflet d'une autorité absolue qui régit tant les campagnes militaires que les moindres raffinements architecturaux et protocolaires. Il n'existe pas de schéma universel. Chaque monde se façonne selon les caprices de son maître, de ses fastes cérémoniels aux silhouettes de ses cités funéraires. Pourtant, toutes ces planètes partagent un dessein commun, ressusciter l'antique empire et consacrer à nouveau la suprématie des Nécrons sur la galaxie. Dépourvus d'étincelles spirituelles, les Nécrons ne foulent pas les couloirs du Warp, ne puissent pas dans ces flots d'énergie et ne comptent parmi leurs rangs aucun Psyker. En cela, ils échappent aux tourments imprévisibles des royaumes du Warp, mer spectrale qui engloutit parfois l'âme des imprudents, pour ne pas dire systématiquement. Toutefois, lors des affrontements contre des armées du chaos, cette carence se fait cruellement sentir. La meilleure défense psychique demeure un esprit plus puissant encore. Pour pallier ce manque, de nombreux mondes nécropoles s'abritent sous l'étreinte invisible de matrices de négation psychique. Conçues jadis durant la guerre céleste, ces sentinelles d'énergie émettent un voile silencieux qui rompt le lien du Psyker avec le Warp, privant même les démons de toute stabilité dans le matérium à leur approche. Vers la fin du 41e millénaire, ces dispositifs ont surpris les Nécrons, révélant une vulnérabilité inattendue chez les tyrannides, dont les saints redoutaient le froid chatoiement de ces arches métalliques aux âmes déchues. Pourtant, ce bastion technologique n'est pas sans faille. Il exige des flux d'énergie titanesques et des mécanismes d'une finesse et d'une complexité extrême, logés au cœur même du monde nécropole, à l'abri de toute destruction. Néanmoins, cette prouesse reste la marque indélébile de l'ingéniosité Nécron. Face à chaque forme d'attaque, il dresse des remparts de science adaptés à la menace, là où d'autres ne sauraient invoquer que de vains prodiges.
Pour vous expliquer plus avant en quoi consistent les différences entre chaque monde nécropole, voici quelques exemples connus de nos archives et de plusieurs dynasties différentes. Mandragora. Jadis plaque tournante des armées Nécrons sur la bordure orientale, elle demeure l'un des joyaux les plus précieux de l'Empire ressuscité. Ces vastes mausolées et sépulcres tapissés d'or témoignent de l'obsession séculaire des Nécrontyres pour la mort et la pérennité. Lorsque la guerre céleste prit fin, ces cryptes de stase furent comblées des guerriers les plus aguerris de chaque dynastie, tandis que ces remparts et ces champs de force d'une sophistication sans pareille la préservèrent des assauts des races éparses. Au terme du long sommeil, Mandragora s'éveilla non seulement exempte des ravages du temps, mais forte de plusieurs légions prêtes à marcher sous le commandement d'Imhotep, le seigneur des tempêtes. Avec une maîtrise impitoyable, ce dernier ouvrit les portails d'Olmen, jaillissant vers les mondes élémentaires tombés sous la férule du boss de guerre Sangredent. Les lignes orques furent brisées ou balayées et, un à un, les mondes nécropoles libérés retrouvèrent leur citoyenneté nécron, alimentant inexorablement l'ombre grandissante des armées d'Imhotep. Aujourd'hui, Mandragora se dresse comme un avant-poste d'acier et de ténèbres, d'où partent des déferlantes de guerriers implacables. À mesure qu'elle étend son influence, les frontières orientales de l'Impérium vacillent sous la menace d'une reconquête annoncée. Chaque astre repris, chaque cité ensevelie rapproche un peu plus la galaxie de la vengeance silencieuse des Nécrons. Geddon. Victime d'une anomalie de son stabilisateur dimensionnel, le monde primordial de Geddon ainsi que ses satellites furent précipités hors du tissu de la réalité matérielle, basculant dans une dimension de poche, figée entre les strates du réel. Ce qui aurait pu être une perte tragique se révéla aux yeux de ses maîtres une bénédiction sinistre. Désormais dissimulé aux intrusions extérieures, Geddon repose hors d'atteinte, invisible aux prédateurs et imperméable aux invasions. Enfouie dans les entrailles silencieuses de la planète se trouve la chambre de l'oracle, une crypte cyclopéenne où la tête bulbeuse d'un ancien prophète Xénos est suspendue hors du temps. Maintenue en vie par des champs de stase et des stabilisateurs temporels, la créature murmure des fragments de l'avenir sous forme d'hologrammes prismatiques, ses visions déformées se réfractant comme la lumière à travers un cristal fracturé. Mais l'oracle hait son enfermement. Il gémit sans fin, maudit ses geôliers et enveloppe ses pensées d'un voile malveillant. Ses prophéties ne sont jamais limpides. Mensonges et vérités s'y mêlent avec un soin perfide de sorte que nul ne peut distinguer ce qui est promesse de salut ou piège soigneusement tendu. Pourtant, les cryptèques de Geddon continuent de scruter ces révélations, fascinés par l'ombre d'un avenir toujours incertain, prisonniers volontaires d'une vérité aussi insaisissable que leur propre immortalité. Thanatos. Monde creux et silencieux, qui dissimule en son cœur l'une des merveilles les plus énigmatiques de la galaxie, le planétaire galactique ou l'oratoire céleste. Œuvre monumentale conçue par les artisans visionnaires de la dynastie Horuscar, bien avant même l'aube de la guerre céleste, il s'agit d'un chef-d'œuvre d'ingénierie et d'esthétique, alliant métal organique et holographie en suspension. Son éclat froid évoque à la fois l'élégance funéraire des Nécrontyres et une puissance cosmique incommensurable. Mais le planétaire n'est pas qu'un artefact de contemplation. Chaque lumière suspendue dans la dentelle délicate de sa matrice correspond à une étoile réelle. Et lorsqu'une de ces lueurs est soufflée, l'astre qu'elle représente se meurt, s'effondrant en supernova bien avant l'échéance naturelle de sa fin, réduisant en cendres les mondes qui l'encerclent. Un tel pouvoir toutefois ne peut être manipulé sans conséquence.
La destruction d'un seul soleil bouleverse l'équilibre des forces gravitationnelles de la galaxie, risquant d'engendrer des réactions en chaîne dévastatrices. Seule une gestion méticuleuse du planétaire, fondée sur des calculs si complexes qu'ils s'étalent sur plusieurs millénaires, permet de contenir les répercussions d'un tel acte. Heureusement, la cour royale de Thanatos, fidèle à la solennité austère des Oruskar, refuse toute démonstration tapageuse. Elle se considère non comme la détentrice d'un pouvoir, mais comme sa gardienne. Le planétaire n'est activé qu'en de très rares occasions lorsque les lois mêmes de la galaxie sont menacées par l'hubris de races trop jeunes ou trop insensées. Hélas, tous ne partagent pas cette retenue. Thanatos est une planète assiégée en permanence. Dans ses cieux de cendres et sur ses continents creux, la dynastie Oruskar mène une guerre sans fin, repoussant les assauts de Xénos ambitieux et de Nécrons dérangés, attirés par le pouvoir absolu que renferme le cœur métallique de la planète. Car si le planétaire tombait entre des mains moins sages, c'est la galaxie elle-même qui pourrait vaciller sur ses fondations. Drazak. Dans l'ombre froide du nord-est galactique s'étendent les astres fantômes, un amas de mondes maudits baignés par la lueur blafarde de soleil en fin de vie. Ce sont des lieux de silence et d'effroi, peuplés de créatures monstrueuses issues d'un bestiaire oublié. Bêtes de Cithor aux silhouettes fracturées, hémophores togoriens assoiffés de fluides vitaux et autres aberrations dont l'existence même semble défier les lois naturelles. Pourtant, aucune horreur n'égale celle de Drazak, car Drazak est un tombeau vivant. Ce monde délabré est l'antre d'innombrables dépeceurs, des Nécrons autrefois nobles ou guerriers, désormais réduits à des prédateurs obsédés par la chair vivante. Ils hantent les ruines en silence, errant entre les obélisques effondrés et les avenues désertes, se battant entre eux pour quelques restes de viande corrompue ou un os encore taché de sang. Leur faim est sans fin, leur répit inexistant. Et au cœur de cet empire d'os et de folie siège Valgoul, le seigneur déchu. Sur un trône façonné de peau tannée, de crânes noircis et de côtes entremêlées, Valgoul règne sur ce royaume de démence. Son œil unique scrute l'horizon d'un avenir improbable, cherchant désespérément à préserver l'éclat mourant de sa raison. Car lui seul semble avoir résisté à la contagion mentale qui a brisé son peuple. Et pourtant, quelle lucidité peut bien subsister chez un être qui choisit de demeurer au milieu de tels cauchemars? Peut-être est-ce un sens du devoir tordu, ou bien une forme plus pernicieuse de folie. Une folie froide, calculatrice, masquée sous les oripeaux du sacrifice. La loi de Drazak n'a ni logique ni morale. C'est un pacte tacite entre un roi brisé et ses sujets dégénérés. Tant qu'il les nourrit, il ne le déchire pas. Ainsi, tous les 3 ou 4 mois solaires, lorsque les réserves s'amenuisent, lorsque la chair pourrit entre les dents rouillées des dépeceurs, Valgoul proclame une ère de récolte. Alors les flottes s'élèvent dans les cieux cendreux. Elles ne cherchent ni conquête ni richesse, elles ne réclament ni trésor ni territoire. Elles ne veulent que des corps, encore chauds, encore palpitants, la peur dans les yeux et le sang dans les veines. Pour Drazak, chaque vie étrangère est une offrande, une réponse au vide insatiable. Une maigre consolation dans un royaume où la mort elle-même a oublié de faire son œuvre. Trantis. Trantis n'est plus qu'un monde oublié, une lune reléguée au rang d'auxiliaire dans la hiérarchie glaciale des dynasties Nécrons. Satellite de Mandal, un monde impérial aux entrailles riches en minerais, Trantis s'est éveillé du long sommeil avec un objectif aussi simple qu'implacable.
piller, puis disparaître dans l'ombre. Depuis leur réactivation, ces nécrons harcèlent les terres agricoles et les complexes miniers de Mandal. Leurs assauts ne surviennent jamais de jour. Lorsque les dernières lueurs du couchant s'éteignent, des escadrons de moissonneurs percent le ciel nocturne en silence, tels des ombres métalliques, et larguent de petites unités sur les cibles désignées. Les attaques sont fulgurantes, méthodiques, d'une précision chirurgicale. Une colonie peut être effacée en l'espace d'une nuit, ne laissant derrière elle qu'un cratère fumant et le souvenir de cris très vite étouffés. Les territoires de Mandal sont vastes, leurs communautés éparpillées sur des plaines et des chaînes de montagnes isolées. Il faut parfois plusieurs jours avant que la disparition d'un village ne soit remarquée, plus encore pour que des secours puissent être envoyés. Alors, les colons vivent dans la crainte du crépuscule. À la tombée du jour, les alarmes résonnent, les abris se scellent, les sentinelles guettent, mais rien de tout cela n'empêche les disparitions hebdomadaires, ni n'apaise la terreur rampante qui s'installe peu à peu dans les esprits. Le plus cruel réside peut-être dans l'absurdité apparente de ces actes. Trantis, jadis carrefour florissant de commerce et de transit, s'est mué en chambre forte inutile. Depuis son isolement causé par la rupture de son segment de toile dimensionnelle, elle ne peut plus exporter les richesses qu'elle arrache à ses proies. Les minerais, les matériaux et même les captifs s'amoncellent en strates silencieuses, inutilisés, oubliés, poussiéreux, pourrissants. Et pourtant les raids continuent, réguliers, inlassables, inexorables. Comme si Trantis obéissait à une volonté aveugle, enfermée dans une boucle rituelle dont le sens s'est perdu dans les brumes du temps. Un automate de guerre privé de contexte, mais non de fonction. Une lune spectrale dont la fin métronomique ne répond ni à la logique ni aux besoins, seulement à l'habitude, à l'ordre gravé dans le métal d'un programme ancestral. Zapénèque. À la fin de la guerre céleste, le ciel de Zapénèque fut déchiré par l'un des plus grands affrontements spatiaux de son âge. En orbite de ce monde primordial de la dynastie Sarnek, les forces Nécrons se heurtèrent à une invasion Aeldari d'une ampleur inédite. La bataille fut brève, mais d'une brutalité sans nom. Les flottes s'éventrèrent dans un balai incandescent, projetant dans le vide des débris de métal organique et de moelle spectrale par millions. Les Aeldari finirent par battre en retraite, laissant Zapénèque indemne, mais désormais ceinturé d'un linceul d'épaves mortes. Peu après, le long sommeil s'abattit sur les Nécrons de la planète. N'ayant pas eu le temps de sécuriser les débris en orbite, ils s'endormirent tandis que leurs cieux restaient infestés d'éclats figés d'une guerre millénaire. Pendant des éons, Zapénèque dériva ainsi, endormi, sous une couronne funèbre. Ce n'est qu'à la fin du 41e millénaire que le destin de ce monde bascula à nouveau, avec le retour inattendu de Thazar l'Invincible. Ce paria de la dynastie Sarnek, exilé depuis une éternité sur le monde perdu d'Atonos, s'éveilla seul et en proie à un appel irrésistible. Poussé par un instinct qu'il ne comprenait pas lui-même, il revient sur Zapénèque. Là, il découvrit ses anciens congénères toujours plongés dans l'hibernation. Profitant de leur vulnérabilité et de son génie rusé, Thazar accéda au programme de contrôle du monde nécropole. Par une série de manipulations audacieuses, il convainquit les cogitateurs antiques qu'il n'était pas un paria, mais le Phairon légitime de la dynastie. Il ordonna que son matricule spirituel soit inscrit dans les engrammes de tous les Nécrons endormis. Ceux qu'il avait bannis devinrent alors ses serviteurs. Ainsi naquit le monde pirate. Sous le joug d'un maître revenu d'entre les tombes, Zapénèque reprit vie. La mer de débris en orbite, oubliée depuis des millions d'années, fut exploitée pour forger une flotte aux proportions titanesques. Des vaisseaux noirs comme la nuit, garnis de plaques usées et de symboles profanés, émergèrent des chantiers orbitaux. Les Nécrons reprogrammés servirent de capitaines, de navigateurs et de corsaires, tous dévoués aux rois pirates dont ils ignoraient autrefois jusqu'au nom.
Les vaisseaux de Thazar hantent aujourd'hui les routes de la toile comme de l'espace réel, frappant sans prévenir, pillant sans remords, emportant avec eux des cargaisons, des reliques ou des mondes entiers. Chaque assaut est une déclaration, chaque abordage une revanche sur ceux qui l'ont un jour rejeté. Sidon. Il fut un temps où Sidon illuminait les confins de l'Empire Nécrontyr comme un phare d'ambition et de puissance. Depuis ses quais stellaires, des vaisseaux torches voguaient vers l'inconnu, porteurs de colons, de guerriers et de rêves impériaux. C'était un monde d'expansion, un moteur de conquête. Pendant la guerre céleste, ces chantiers navals déversaient des flottes entières vers le cœur du conflit, bastion logistique et tremplin des légions. Aujourd'hui encore, le souvenir de cette grandeur se perpétue, mais est vidé de son sens. À intervalles rigoureusement fixes, toutes les 33 semaines, un immense vaisseau de stase quitte les docks silencieux de Sidon. Dans ses entrailles gisent des légions d'immortels, figés dans un sommeil de fer, prêtes à se réveiller au seuil de mondes à conquérir. Car telle est l'instruction gravée dans l'esprit du tétrarque de Sidon, continuer l'œuvre de l'Empire, ne jamais cesser d'étendre ses frontières. Mais l'Empire connu jadis est mort, mais un nouveau s'élève désormais. Et Sidon est devenu un automate fou, prisonnier de son propre passé. Car dans les tréfonds du monde nécropole, là où se terre le programme central, un mal insidieux a rongé les circuits. Les données sont corrompues, les routes stellaires effacées ou confondues, les coordonnées falsifiées par le lent poison de la décrépitude. Pourtant nul ne le sait. Les nobles de Sidon, fidèles à leurs rituels et à leur arrogance, ne daignent remettre en question les ordres ancestraux. Ils regardent les étoiles comme leurs ancêtres le faisaient, sans voir qu'elles ne répondent plus. Ainsi, chaque vaisseau est un cercueil lancé au hasard vers des soleils mourants, des trous noirs ou des bras entiers infestés de tyrannides. Aucun ne revient, aucun signal ne brise le silence, mais le cycle continue, inexorable. Le port de Sidon s'illumine, les docks tremblent, et une nouvelle légion disparaît dans le vide. Les scribes gravent les départs dans la pierre sans jamais en inscrire les retours. Sidon, jadis bastion de l'expansion, n'est plus qu'un monument au tragique d'une obéissance aveugle. Un monde qui fait ses offrandes à l'abîme avec la régularité solennelle d'un culte oublié. Un monde dont les vaisseaux ne portent plus la guerre, mais l'oubli. Les mondes nécropoles évoqués ici ne sont qu'un murmure funeste parmi des milliers de tombeaux oubliés, éparpillés dans le vide glacé de la galaxie. Chacun d'eux est une tombe vivante, un secret funèbre tissé dans l'éternité du silence. Combien de ces avant-postes s'érigent sur des terres jadis foulées par des vies naïves, inconscientes de l'horreur sourde qui se tapit sous leurs pas. À l'heure sinistre de leur réveil, aucune planète ne trouve refuge. L'ombre des nécrons s'étend implacable, dévorant l'espoir comme une nuit éternelle sans promesse d'aube. Le roi silencieux est revenu, les dynasties s'éveillent, et la galaxie tremble du retour de son ancien maître.